Il existe une loi qui dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une fausse information est supérieure à celle nécessaire pour la produire. Cette dernière se nomme la loi de Brandolini. Et en effet, il faudra 5 secondes à quelqu'un pour dire une idiotie et 5 bonnes minutes à quelqu'un de plus avisé pour expliquer pourquoi c'en est une. L'avez-vous ressenti vous aussi ? Cette chose qui se déroule actuellement dans le monde vidéoludique, ce sentiment d'impuissance face à la vie biaisée de joueurs butés, qui, de par leur grand nombre, créent la pluie et le beau temps sur l'espérance de vie de chaque jeu vidéo. Pourquoi, lorsque l'opinion publique majoritaire décide d'enterrer un jeu avant l'heure, ce dernier est-il destiné à échouer avant même d'avoir eu sa chance ? L'arrivée de Highguard a grandement divisé, et cette dernière me fait quitter mon silence. Dans cette vidéo, je m'apprête à enfiler ma chemise réversible de défenseur du faible et d'avocat du diable. Car avant de parler du phénomène review bombing / bashing de Highguard, remontons le temps vous et moi et penchons-nous sur les jeux ayant connu le même élan de mépris et d'hostilité, afin d'essayer de comprendre pourquoi certains jeux sont condamnés à mort avant même d'avoir vu le jour. Nous sommes le 3 mai 2016. Et Gearbox, développeur de l'emblématique licence Borderlands, nous sort Battleborn, un hero shooter proposant un mode PvE et ou PvP, avec une ambiance à la Brutas, reprenant les codes de son jeu phare. À vous de choisir si vous vouliez partir en PvE avec 4 autres joueurs pour former votre équipe, et partir parcourir des donjons pour looter, vous améliorer et affronter une multitude de boss. Ou alors, étiez-vous du genre à vouloir vous mesurer aux autres dans des affrontements PvP ou PvEVP ? Aucun problème. Pour cela, le jeu vous proposait des modes comme Incursion, 2 équipes doivent diriger des vagues de sbires contrôlées par l'IA allant vers la base ennemie pour la détruire, tout en construisant des défenses en affrontant l'équipe adverse. Le mode Capture. Les équipes doivent capturer et contrôler des points stratégiques sur la carte pour accumuler du scoring. C'est la première équipe à atteindre le score déterminé qui remportera la partie. Meltdown. Des vagues de minions doivent être guidées vers un incinérateur, marquant des points à mesure qu'ils y rentrent. C'est une course stratégique pour accumuler le plus de points possible avant la fin du temps. A savoir qu'un mode rajouté en 2017, appelé Surcharge en 3v3, avait été introduit à la demande de la communauté, se plaignant de la longueur de certaines parties. Son approche, plus blitz, répondait entièrement à cette demande. De plus, Gearbox et Touquet ont mis le paquet niveau goodies et dérivés, allant jusqu'à un jeu mobile, Battleborn Tap, de type Hero Defense, ainsi que des cartes physiques à collectionner et des figurines dans la vibe Funko Pop. Récapitulons, nous avons des développeurs proposant un large panel de parties pour éviter les lassitudes, une équipe à l'écoute qui rajoute des nouveaux modes de jeu à la demande de la communauté, des goodies pour les collectionneurs. Serait-ce un sans faute ? Pourtant, malgré tout cet engouement de la part des créateurs, son bourreau, un jeu qui est également de type hero shooter, est sorti la même année, le même mois et le même jour que lui. Overwatch. Développé par Blizzard Studio, met un énorme coup de pied dans la fourmilière et envoie un message clair à toute la concurrence. Le hero shooter, c'est nous. Après seulement une semaine, Overwatch avait déjà plus de 7 millions de joueurs et de copies vendues. En octobre 2016, seulement 5 mois après sa sortie, nous étions à 20 millions de joueurs enregistrés. Face à cette rivalité si écrasante, Battleborn passera à un modèle économique gratuit en juin 2017 et recevra sa dernière mise à jour en automne de la même année. Puis dans un second temps, les serveurs du jeu, qui n'ont pas connu le succès que son éditeur espérait, seront fermés en janvier 2021. Pour justifier ceci, l'argument principal des joueurs et de la presse de l'époque, qui au passage lui avait attribué après conversion une note de quasi 14 sur 20 sur Metacritic, sera « Battleborn est un copier-coller d'Overwatch qui ne lui arrive pas à la cheville ». Même aujourd'hui encore, alors que Battleborn comprenait 68% de joueurs intensifs côté PvE, et qu'Overwatch n'a proposé que des modes temporaires PvE tels que Uprising en avril 2017, et Rétribution, Storm Rising, etc. en avril 2018 et 2019, je cherche encore là où il était un copier-coller littéral. Nous sommes en 2019.
le 22 février plus précisément, jour J de la sortie du nouveau jeu de BioWare, qui a grandement besoin de faire peau neuve après l'échec de Mass Effect Andromeda en 2017. Anthem. Avec un message fort de la part des développeurs appuyant leur argumentaire sur la liberté et l'exploration, la coopération et l'esprit d'équipe, l'évolution constante dans un monde vivant. Le joueur avait le choix entre 4 armures appelées javelins, tout ayant un gameplay différent. Le Ranger, DPS polyvalent avec des armes à distance équilibrées entre attaque et mobilité. Le Colossus, tank lourd, gros dégâts, résistance élevée, capacité explosive. L'Interceptor, assassin agile, très mobile, attaque rapide, esquive fréquente. Et enfin, le Storm, mage support, contrôle de zone avec attaque élémentaire, allant du feu à la glace en passant par la foudre. Malgré ces annonces, c'est un Day One marqué par des problèmes techniques, rendant injouable ce dernier par plus de la moitié des joueurs. Le jeu, souffrant de bugs fréquents, de plantages et de problèmes de performance même sur console de dernière génération, ce démarrage, plus que navrant, fit perdre d'après les sondages de l'époque environ 53% des joueurs dès les 2 premiers mois. Anthem, avec une moyenne de 59 sur 100, soit quasi 12 sur 20, a vendu environ 2 millions de copies la première semaine, et 5 millions au total, ce qui était en dessous des attentes initiales d'EA, dont son objectif revu à la baisse était d'environ 6 millions. De plus, tout comme Battleborn, les joueurs ne pouvaient s'empêcher de comparer ce dernier à un énième concurrent. Par le simple fait de son approche et sa DA futuriste et de son style looter-shooter, Destiny 2, sorti 2 ans plus tôt, était selon la critique un jeu qui occupait déjà une place trop importante, ayant posé des fondations indestructibles, ne permettant pas, je cite, de laisser un énième jeu du même acabit ramasser les miettes des autres. Je vous laisse observer par vous-même. Hang in there. Almost there. Vachement similaire, n'est-ce pas? Bien sûr, les joueurs les plus avisés me diront que sa ressemblance n'est pas sur son approche, mais sur ce qu'il propose concrètement. Et effectivement, vous avez entièrement raison. Anthem sur ce point n'a strictement rien inventé. J'ai 6000 heures de jeu sur Destiny 1, et environ le double sur le 2. Mais si aujourd'hui encore, je préfère le Storm d'Anthem à mon arcaniste de D2, c'est pour ce genre de choses. Au moment où j'écris et réalise cette vidéo, cela fait moins d'1 mois, depuis le 12 janvier 2026 pour être précis, que les serveurs d'Anthem ont définitivement fermé leurs portes, rendant désormais le jeu complètement injouable. « 3 mars 2022. Date de sortie d'un jeu développé par l'excellentissime duo Square Enix et Platinum Games. Ce même tandem nous ayant produit l'un des plus beaux jeux de 2017, Nier Automata. Impossible qu'un tel savoir-faire puisse être à l'origine d'un jeu qui pourrait flopper au cours de la même année, au point où les serveurs fermeraient définitivement leurs portes 11 mois après sa sortie. Babylon's Fall. Je pense honnêtement qu'il s'agit du jeu dont quasi personne n'a entendu parler. Dès sa sortie, les avis des joueurs et de la presse tombent. 41 sur 100, 8 sur 20 sur Metacritic. Des graphismes et une esthétique du jeu qui ne correspondent pas aux attentes d'un titre AAA moderne, un style osé vers un cel shading aquarelle, également appelé style brushwork, qui prouvera que les apparences sont parfois suffisantes pour être jugées. C'est pourtant son visuel, me rappelant cette patte artistique à la Yoshitaka Amano, le célèbre illustrateur, peintre et character designer japonais, à qui l'on doit les illustrations emblématiques de Final Fantasy, qui m'a poussé à me procurer ce jeu. Sur le papier, je suis entièrement d'accord. Babylon's Fall ne casse pas des briques. Vendu comme un TPS hack and slash,
Basé sur de multiples combos à réaliser en fonction des armes dont vous étiez équipé, vous disposiez de 4 slots libres d'armes, laissant libre cours à vos choix, parmi des armes au corps à corps, comme des épées ou marteaux, en passant par des armes de distance comme l'arc ou le bâton de magie. À vous d'utiliser chacune d'elles comme il vous chantait, soit avec 4 fois la même arme, ou alors une de chaque. Les combos étaient infinis. Vous étiez le créateur de votre propre gameplay. Jouable en coop à 4 joueurs, vous deviez gravir une immense tour appelée Ziggurat, en accomplissant des quêtes qui vous faisaient progresser dans différents étages. Un principe bête et méchant, où les joueurs n'avaient rien d'autre à faire qu'enchaîner des missions pour faire évoluer leur équipement afin de devenir meilleurs et être mieux préparés aux étages suivants. Un effet de redondance flagrant qui sera suffisant pour enterrer le jeu de Square Enix et Platinum Games. Mais en toute franchise, moi, le joueur à qui il ne faut pas grand-chose pour être satisfait, si ce jeu m'a autant marqué, ce n'est pas pour son approche qui m'avait déjà convaincu, mais pour ses musiques. Je me souviens encore de ce goût amer qui m'est resté dans le fond de la gorge lors des Awards 2022, quand je n'ai pas vu le nom de Babylon's Fall pour les nominer à la meilleure musique. Violeta Randomirska, soprano, Emilia Kricheva, soprano, Palem Kumpikov, basse, et Mihail Mihailov, ténor, ces 4 interprètes ont enregistré pas moins de 40 pistes différentes de plusieurs heures pour nous accompagner auditivement dans un jeu dont je regrette la mort encore aujourd'hui. Fermeture définitive des serveurs, 27 février 2023. Vous êtes toujours là ? Super. Avant de vous présenter le prochain jeu, qui ouvrira sans nul doute débat chez certains, sachez que ce dont je m'apprête à vous parler n'a selon moi pas sa place dans l'univers du jeu vidéo. J'entends par là que le jeu vidéo n'est pas l'endroit le plus propice pour essayer de se faire entendre, défendre ou revendiquer ses combats et ses opinions. Chez bon nombre de joueurs, moi le premier, le fait de lancer une game, c'est pour simplement m'amuser, quitter la réalité dans laquelle je vis, l'espace d'un instant, et je sais que pour beaucoup aussi, c'est le cas. Après une journée de travail, de cours ou d'activité, cette journée aura pu être perçue comme anxiogène pour certains. Personne ne souhaite se prendre la tête avec un joueur lambda habitant à l'autre bout du continent, pendant 25 minutes, avant de finir sa game sur une défaite et ne plus jamais revoir ce dernier. Connaissez-vous le test de Bechdel ? C'est un critère simple, utilisé pour évaluer la représentation des femmes dans les œuvres de fiction, principalement au cinéma. Il a été popularisé par la dessinatrice américaine Alison Bechdel dans sa bande dessinée Dykes to Watch Out For en 1985. En 2009, sous la présidence de Barack Obama, Sonia Sotomayor est nommée à la Cour suprême des États-Unis. Fervente défendresse des droits des femmes,
Son exemplarité fera d'elle un symbole par-delà les frontières, au point où certains groupes engagés suivront les pas de cette juge et décideront de réinterpréter le test de Bechdel, en le rendant plus inclusif. Ce dernier passera d'une évaluation du temps représentatif de la femme dans les œuvres au temps représentant les minorités ethniques, ainsi que les communautés LGBTQIA+. Nous sommes un été de 2024, et Sony, ayant annoncé pour la première fois son futur jeu lors du PlayStation Showcase en mai 2023, nous permet enfin de toucher à Concorde. Avant même la sortie officielle, lors de la bêta ouverte ou sur les pages de précommande, Concorde avait déjà reçu un nombre anormalement élevé de retours négatifs. Face à des jeux bien en place comme Overwatch 2 ou Apex, beaucoup de joueurs ont trouvé que Concorde ne proposait rien de vraiment nouveau ni distinctif. Annoncé comme un jeu payant à sa sortie alors que toute la concurrence était gratuite, le contre-argument principal fut des moyens AAA déployés pour la conception de ce dernier, et près de 10 ans de développement constant. Concorde était un héros shooter en ligne dans un univers de science-fiction où 2 équipes de 5 s'affrontaient. 16 personnages jouables répartis en classes comme tank, support, healer, DPS. Chaque personnage possédait des capacités uniques, et il était possible de changer ces mêmes héros au cours d'une même partie. Le gameplay visait à mêler tir à la première personne, stratégie d'équipe et objectif. Malgré un gameplay agréable, manette en main, et une DA très propre, avec des sites comme Metacritic et OpenCritic lui donnant environ 16 sur 20 en qualité graphique, il était déjà trop tard pour que la majorité lui laisse une chance. Avec un score de 62 sur 100, les derniers joueurs dont je faisais partie ont connu les 14 jours les plus catastrophiques qui soient, après que certains, dont je ne faisais pas partie cette fois-ci, aient réalisé qu'entre la bêta et la version finale du jeu, un bref extrait de la biographie d'un personnage nommé Davirs est changé. Davirs est une chimiste experte avec une connaissance encyclopédique des créatures et des infestations galactiques et de la manière de les éradiquer. Elle se sert de ses talents pour éliminer des nuisibles et des menaces biologiques tout en protégeant d'autres formes de vie. Davirs est une chimiste experte avec une connaissance encyclopédique des créatures et des infestations galactiques et de la manière de les éradiquer. IL se sert de ses talents pour éliminer des nuisibles et des menaces biologiques tout en protégeant d'autres formes de vie. Concorde était désormais catégorisé par la majorité comme un jeu woke. Sortie officielle le 23 août 2024, retiré des boutiques et mis hors ligne le 6 septembre 2024, soit juste 2 semaines après sa sortie. Firewalk Studio a été fermé entièrement par Sony fin octobre 2024, conséquence directe de cet échec. C'est à ce moment que je reviens sur la parenthèse que j'ai faite précédemment. Depuis quelques années maintenant, et je le vois surtout dans le monde du cinéma, soutenu par des franchises comme Disney, l'inclusivité est un combat important, une morale que je soutiens à 100%, mais je suis clairement contre la façon dont elle est amenée aujourd'hui, et surtout quand elle touche aux jeux vidéo. Les premiers jeux qui me viennent en tête sont Apex Legends avec Catalyst, ou R6 Siege avec Saints. Je vous pose sincèrement la question. En quoi rajouter un trait d'appartenance au personnage est-il pertinent ? Surtout que dans ces cas présents, nous ne voyons que les avant-bras de notre personnage 99% du temps. Pour mieux s'identifier à lui, vous me direz ? Voyez-vous, le jeu vidéo est un lieu où l'on se fiche de savoir qui nous aurons avec ou contre nous durant une game qui durera 25 à 45 minutes en moyenne. Est-ce que le fait de savoir si mon mate est non-binaire, queer ou homosexuel augmentera-t-il mes chances de me faire gagner ? Le fait qu'il fasse partie d'une minorité le rend-il plus fort au jeu vidéo ? Le jeu vidéo est un art dans lequel on se plonge pour vivre l'aventure du protagoniste et se mettre dans sa peau, le temps de son aventure, et non l'inverse. Prenons The Last of Us 1 par exemple. Je me retrouve dans la peau de Joel Miller, un père texan de 52 ans qui a perdu sa fille durant sa trentaine, un homme froid et distant qui ne laisse plus de place à la moindre once d'attachement qu'il pourrait recevoir. Je ne m'appelle pas Joel, je ne suis pas texan, je suis bien plus jeune que lui, je n'ai pas d'enfant, etc. Mais cela ne m'empêche aucunement de le comprendre et d'essayer à mon niveau d'évaluer sa douleur pour rendre ce personnage plus proche de moi. Si vous voulez un jeu vidéo où vous pouvez vivre votre vie à travers un écran, vous avez ce que l'on appelle des sim-like, et il y en a une flopée de très bonne qualité. Je vais aller encore plus loin.
et vous montrer comment, selon moi, l'inclusivité dans un jeu pourrait être amenée de façon bien plus intelligente. Imaginez un jeu avec un principe RPG. Prenons un jeu comme Baldur's Gate par exemple. Ajoutez un personnage dans l'histoire qui serait asexuel, ce qui veut dire qu'il ne ressent peu, voire aucun désir charnel. Je serais le premier à crier au génie si, grâce à ce trait caractéristique qui définit sa personne, le personnage pourrait par exemple être immunisé au sort de charme. Ce serait du génie. Mais à la place, de nombreux jeux amènent encore bien trop maladroitement ces aspects, au point de faire couler des licences implantées dans le cœur de nombreux fans depuis des générations. Nous y arrivons enfin. Highguard, sorti le 26 janvier 2026. Shadow droppé lors des Game Awards 2025, annoncé tel le One More Thing de la cérémonie, au même titre que Intergalactic en 2024. Et nous savons tous que depuis quelques années, que le jeu se chargeant de la clôture de cette cérémonie endosse obligatoirement le rôle du bouc émissaire. Highguard est un shooter PvP en multijoueur, souvent qualifié de hero shooter ou raid shooter dans un univers mêlant fantasy et gunplay classique. Le gameplay principal oppose deux équipes de 3 joueurs dans un format d'assaut et de défense, avec à l'heure actuelle un nouveau mode à l'essai en 5 contre 5. L'objectif est de capturer un artefact appelé Shieldbreaker, ce qui vous permet ensuite de lancer un raid pour détruire la base ennemie. Crossplay et free-to-play, le jeu mêle combat à pied, éléments magiques, monture, récolte de ressources, amélioration d'armes et affrontements stratégiques. Qu'est-ce qui peut donc mal tourner, je vous le demande ? Son allure concordesque, proposant des mécaniques déjà connues par des jeux tels que Paladin avec la monture pour se rendre à l'objectif plus rapidement, ou Apex de par son visuel. Une fois lancé, le sound design rappelle sans nul doute les tirs de Titanfall et Apex Legends, ce qui ma foi est assez logique. Quand on a déjà des assets de qualité, pourquoi en mettre d'autres ? Bien sûr, on pouvait comprendre la frustration qui s'en dégageait. Développé par Wildlight Entertainment, studio fondé par d'anciens de chez Respawn Entertainment, eux-mêmes descendants du studio d'Infinity Ward, fondé en 2010 par Jason West et feu Vince Zampella, qu'il repose en paix. Annoncé comme le jeu produit par les créateurs de Titanfall et Apex Legends, beaucoup de fans souhaitaient enfin un troisième volet pour la saga Titanfall. À la place, nous leur servons un jeu piochant dans tellement de domaines qu'il en oublie de créer sa propre identité. Mais là où je souhaiterais que l'on se pose, vous et moi, quelques secondes, c'est sur la capacité des joueurs à noter un jeu sans y avoir joué. Nous sommes 1 heure après la sortie de Highguard. Je suis en live Twitch pour la découverte de ce dernier, et je demande à mon chat, pendant ma game, d'aller regarder les avis sur Steam, débattant fermement que le jeu ne peut pas être noté sitôt sans avoir de réels arguments. Et pour moi, en tant que journaliste vidéoludique, il m'est tout bonnement impossible d'envisager ne serait-ce qu'une seconde que le jeu soit déjà autant review bombé. Plus de la moitié des reviews étaient négatives. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elles ont été données moins d'1 heure après la sortie du jeu. Comment pouvez-vous prétendre à un avis et une critique pertinente quand on sait que le temps pour faire le tutoriel de ce jeu est d'environ 20 à 30 minutes ? Le constat est sans appel, énormément de joueurs ont noté le jeu sans même y avoir joué. Certains pourraient me dire, tu sais, en 30 minutes tu peux déjà connaître la sensation que te procure le gameplay, l'optimisation, etc. Vous savez combien de temps il est indiqué dans mon contrat de journaliste et de testeur, d'heures que je dois allouer à un jeu pour pouvoir enfin ne faire qu'une simple pige dessus ? 5 heures. 5 heures pour un jeu multijoueur et obligation de finir 80% de la campagne s'il y a un solo dedans. C'est pas énorme 5 heures, vous allez me dire, mais entre un avis à chaud sur les nerfs après une game de 30 minutes et une session de 5 heures, croyez-moi, en 5 heures j'aurai bien plus le temps de construire un avis structuré à froid qu'une suite de mots sortant du tac au tac de mon esprit, matrixé par ma seule game de 30 minutes, où ma seule envie était de Alt F4 et désinstaller le jeu. En psychologie, nous avons ce que l'on appelle le biais de négativité. C'est la tendance des gens à accorder du poids et une considération disproportionnée aux informations et aux événements négatifs dans la prise de décision et la perception. Je vais vous donner un exemple tout bête. Bien que ce ne soit pas universel, plusieurs recherches et sources psychologiques observent que des personnes ayant vécu une insatisfaction peuvent être plus motivées à laisser un avis négatif qu'un consommateur satisfait. Et là, nous avons 2 facteurs motivateurs. Le premier, par considération, parce qu'il a une envie de mettre en garde les autres. Le second, par agacement, pour évacuer sa frustration en mettant 0 étoile sur 5, et ou en laissant un avis négatif / rabaissant. Et nous savons, vous et moi, quel facteur a été majoritaire dans ce cas présent. Highguard n'est pas un mauvais jeu.
c'est juste qu'il n'est pas marquant. C'est un jeu mid, tout au plus. Noté 67 sur 100, cela revient à un 13,5 sur 20, et chez moi, ce n'est pas ce que j'appelle une mauvaise note. En restant objectif quelques secondes, et en mettant sa frustration de côté, on constate qu'il a été développé par des personnes compétentes, qui n'ont pas pris ce projet à la légère, bien que d'après les derniers dires des ressortissants du studio après la création de Highward, il ne leur tardait qu'une chose, terminer ce projet et s'en aller. Tous ces jeux que je vous ai présentés dans cette vidéo ne sont assurément pas les meilleurs jeux du monde. Peut-être même que certains d'entre vous sont déjà partis en voyant les jeux de piètre qualité que je défendais. Mon but, derrière tout cela, n'était pas de vous faire aimer les jeux que j'ai personnellement appréciés. Il s'agit ici de mes goûts personnels, et je ne souhaite nullement vous convaincre ou vous convertir. Je souhaitais tout simplement essayer d'atteindre l'esprit critique qui se trouve en chacun de vous, pour que vous et moi soyons sur la même longueur d'onde quand je vous dis des choses comme « les joueurs notant un jeu vidéo après 30 minutes ne sont pas pertinents ». Si par ce simple raisonnement nous sommes d'accord, alors je pense que cette vidéo aura été comprise dans son ensemble. Le seul vrai conseil à prendre que le journaliste que je suis peut vous donner, c'est d'éviter de lire les articles que je rédige, ou les avis des autres joueurs, quand il s'agit d'un jeu gratuit et accessible. Si vous avez le moyen de le tester, alors faites-le. Vous êtes votre propre juge. Il s'agit de vos goûts, vos choix, et ne laissez personne vous dire qu'ils sont discutables. Nous avons tous nos jeux plaisirs coupables. Et je suis certain que les vôtres, ceux dont vous auriez peut-être honte de parler, ceux dont vous auriez serré le poing en voyant les critiques assassines qu'ils se prenaient, ces jeux qui, malgré tout, ont réussi à se frayer un chemin vers votre cœur. Tous ces jeux-là, vos jeux, sont des jeux qui méritent de vivre.